La santé globale est une approche donc multidisciplinaire qui prend en considération tous les éléments qui peuvent influer sur notre organisme et notre santé. Et c'est une priorité pour Montpellier, ville d'excellence, ville pilote au niveau national, voire européen. Donc avec cette table ronde, nous allons illustrer cette volonté par des actions très concrètes. Et donc nous avons le grand plaisir d'accueillir Élodie Bramandon, que je vous demande d'applaudir. Bonjour madame, Grégoire Mercier, ainsi que deux praticiens du CHU, Nicolas Giraudot et Nicolas Rateau. Je vous applaudis également. Et donc pour animer cet échange, Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service France du Point. Jérôme, je vous passe la parole. Donc, pour mieux connaître toutes ces actions qui vont être développées, on aura des exemples avec la santé orale, la santé mentale, les aînés. Mais je vous passe tout de suite la parole. Merci Hélène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je pense que c'est une table ronde qui va vous intéresser au premier chef, puisque nous allons parler de Montpellier, nous allons parler de l'avenir de la santé à Montpellier. On se disait justement en coulisses là que 802 ans nous contemplent, on n'est pas en bas ou en haut des pyramides, mais on est en tout cas en bas ou en haut de la santé. Et donc, puisque, comme vous le savez, ici a été créée la première université de médecine du monde. Voilà, parce que ce matin j'ai dit de France, et donc je me suis fait repris par madame, donc du monde. Et donc voilà, qui a été créé par les dominicains, je tiens à le dire aussi, ça se dit pas toujours non plus. Donc voilà, au XIVe siècle, donc c'est impressionnant. Nous sommes impressionnés par cette histoire. Et donc là, nous allons essayer de basculer un petit peu dans le futur. Donc je voudrais déjà qu'on essaye de parler un petit peu du présent, et avec vous, docteur Mercier, parce que vous êtes en charge de toutes les données un peu de la santé publique au sein du CHU. Donc, alors, vous aimez pas, mais j'allais dire que vous êtes monsieur Data, mais vous n'aimez pas qu'on dise ça, évidemment. Vous êtes chargé de la santé publique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques données qui puissent nous introduire le sujet? Bien sûr. Alors, on aurait pu dire Docteur Data, mais le nom est déjà pris, donc je ne peux pas l'utiliser. Merci beaucoup, Jérôme. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je travaille au CHU de Montpellier et je fais de la santé publique. Et je vais essayer de vous donner quelques illustrations sur les enjeux actuels. Pourquoi, finalement, la santé publique? Le principe de la santé publique, c'est de s'intéresser à la santé d'une population, et donc typiquement d'une ville ou d'une métropole. Donc, je pense que c'est assez naturel. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres sur votre santé, la santé des Montpelliérains, mais il y a quand même quelques grandes tendances qui sont intéressantes. D'abord, une population qui est, vous le savez, relativement jeune, à la fois par rapport au département, mais aussi par rapport à d'autres métropoles. Une population qui est moins exposée à certaines maladies chroniques par rapport à d'autres régions, notamment les maladies cardiovasculaires et respiratoires. Mais une population qui est, si on peut dire, traversée de disparités, notamment socio-économiques, qui sont particulièrement importantes, et aussi une population qui est exposée à des dangers ou à des facteurs environnementaux. Et je vais parler un petit peu plus maintenant de cette notion de santé environnementale, c'est-à-dire parmi la santé globale, il y a l'idée que l'environnement a un impact sur la santé humaine, et aussi d'ailleurs réciproquement, l'activité humaine a un impact sur l'environnement. Et je vais vous donner simplement deux exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est la pollution atmosphérique. Et si on prend une ville comme Montpellier, aujourd'hui, ou en tout cas hier ou avant-hier, on estime qu'à peu près 8% de tous les décès sont liés à la pollution atmosphérique. Okay. Donc ça paraît, comme d'habitude, à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est quand même considérable. En évolution, ce chiffre ou... Il a tendance à diminuer. Il a tendance à diminuer. C'est bien. Enfin, une bonne nouvelle, c'est pas mal, parce qu'après la table ronde sur le cancer, c'est quand même pas mal.
Et puis la deuxième illustration, c'est l'impact des vagues de chaleur. Vous savez que cet été, il y a eu 3 vagues de chaleur, et c'était la première fois qu'il y avait 3 vagues de chaleur la même année en France. Et on estime, alors là c'est un chiffre national, je suis désolé, mais on estime qu'il y a eu à peu près 11 000 décès supplémentaires du fait de cette vague de chaleur. Donc qu'est-ce que ça montre en fait? Ça montre premièrement que l'impact de l'environnement sur la santé est massif, et ça montre deuxièmement, si on pense à pollution atmosphérique et chaleur, qu'une partie des réponses sont locales. Clairement, alors là encore, c'est un programme extrêmement long, mais si on veut lutter contre ces deux phénomènes, je dirais qu'il y a des choses qui sont à faire, probablement au niveau international, national, mais il y a des enjeux d'urbanisme, il y a des enjeux même d'éducation qui sont traités localement, et il y a aussi des enjeux qui sont comment le système de soins répond à ces problèmes. C'est-à-dire notamment par rapport aux vagues de chaleur qui sont assez brutales. C'est une question qui commence à émerger, c'est-à-dire si on a dans quelques années des vagues de chaleur qui durent 10 jours, 15 jours, 20 jours, est-ce qu'on sera capable d'absorber le choc? Donc il y a aussi des questions de système de soins au sens hôpital. Donc je ne vais peut-être pas m'étendre plus pour l'instant, mais je reviendrai dessus avec plaisir, mais simplement pour faire un petit retour. Donc la santé publique, c'est vraiment la question de s'intéresser et d'améliorer la santé à l'échelle des populations. Et vraiment, on voit qu'il y a un sujet qui est ancien, mais dont on parle de plus en plus, qui est la santé environnementale, et qui est, je trouve, moi, très intéressant, parce qu'une partie des clés sont locales. Donc c'est vraiment, je pense, un beau sujet à discuter. C'est à la fois un problème local et un problème plus global. D'abord, vous l'avez dit, les vagues de chaleur, ce n'est pas uniquement quelque chose qui intéresse la santé, c'est évidemment quelque chose un défi économique, sociétal, c'est très, très important dans le comportement des citoyens, dans le rôle des entreprises. Élodie, Montpellier, la métropole de Montpellier aspire à jouer un rôle important au niveau, à l'échelle européenne en matière de santé. Comment vous donnez un peu les moyens de cette ambition en fait? Là, vaste question. Comment se donnent les moyens? Déjà, en voyant de beaux acteurs de territoire comme ils sont à mes côtés, de travailler, de remettre du sens, de la coordination entre nous. On part un petit peu de loin à Montpellier sur les politiques publiques, j'entends, parce qu'on n'était ni doté d'un contrat local santé, ni d'atelier santé-ville. Ça paraît rien, mais c'est comment, avec cet outil-là, on discute avec l'État pour avoir des fiches actions et une stratégie globale. Alors, comment on se donne les moyens? J'entendais parler santé environnementale. Effectivement, je crois que l'une des premières mesures, la mesure phare du maire de Montpellier, c'est aussi la gratuité des transports. C'est comment on donne accès à tout un chacun de pouvoir se déplacer, et ça joue sur les déterminants de santé. Plus qu'un tramway gratuit, ça va permettre demain à aller chercher du loisir. C'est aller aussi avoir une meilleure circulation dans la ville. Pardon, mais à ce compte-là, tout joue pour la santé, quoi. Donc, bien sûr. Les déterminants de santé sont larges et variés. Et si on voit que sur un seul prisme, on oublie que cette santé globale. Et si on n'agite pas sur tous les déterminants de santé, sur l'alimentation, sur le logement, sur l'activité physique, sur comment on s'ancre dans la ville, on loupe quelque chose. Et l'urbanisation de notre ville, elle est essentielle sur comment, en fait, on veut cette ville à hauteur d'enfants et ville amie des aînés. Et tout au long de ce parcours, on rend cette ville accessible à tous. Avec l'idée aussi, et là je fais un petit coucou à mon collègue Hervé Martin au sport, de cette ville gymnase, de cette ville qui doit être aussi facile et fluide à construire et se déplacer dans cette ville pour avoir cette éducation physique qui peut nous permettre de jouer sur les déterminants de santé. Et le dernier chose, l'éducation aussi, l'éducation thérapeutique du patient qui me semble essentielle, tout ça dans une stratégie d'aller vers. Puisque c'est fini de rester derrière aussi nos bureaux, on va dire, ou à l'hôpital. On travaille sur des stratégies, et ça, Nicolas Giraudot en parlera très bien, d'aller directement au pied des immeubles. Nous, c'est notre stratégie, avec une unité mobile de prévention qui va arriver très prochainement, sur comment on va directement s'implanter dans les quartiers pour faire de la prévention. Donc ça, on reviendra peut-être sur l'ambition européenne après, parce que ça, c'est surtout ce que vous faites actuellement. Donc le côté global, ça c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Nicolas Giraudot, un peu ce que ça veut dire, apporter la santé au pied des immeubles? Ça veut dire quoi, ça?
Concrètement, je veux dire. Oui, concrètement, c'est ce que nous faisons déjà et c'est ce que la ville pratique déjà dans un certain nombre de programmes et d'actions qui sont menés. Pour ce qui est de la santé orale, c'est sûr que l'objectif, c'est d'aller vers. Aujourd'hui, Grégoire donnait des chiffres, quand on peut les récupérer, mais moi, en tant que dentiste, aujourd'hui, la qualité de l'état bucco-dentaire ou de l'état oral de la population française, de la population montpelliéraine, on ne la connaît pas, simplement parce que, enfin, on ne la connaît pas réellement, simplement parce que ces études ne sont faites que sur les publics qui viennent chez les professionnels. Et donc, ce n'est qu'en allant vers les publics qui sont d'ailleurs souvent dans le plus grand besoin, qui ne viennent pas accéder aux soins, donc en allant vers, avec des camions, avec un certain nombre d'actions qui peuvent être menées, où on va pouvoir être plus efficace. Des interventions dans des endroits où les publics viennent non pas chercher des informations de santé, mais viennent chercher une activité physique, viennent chercher une éducation. Donc on le fait dans les écoles, on le fait dans les associations sportives, on va mener des actions avec l'ACM et Habitat sur un certain nombre de projets. Donc l'idée, c'est de trouver où est-ce que la population va et où est-ce qu'on peut profiter de ce moment, dans un moment d'attente, parce qu'ils vont à la mairie chercher des informations ou parce qu'ils vont faire la queue ailleurs. On peut leur profiter de ce temps pour pouvoir optimiser tout ça. Et l'aller vers, ça peut être aussi aujourd'hui avec l'usage du numérique. Même si bien évidemment le 100% numérique n'est pas entendable, il faut l'associer avec des actions de terrain qui doivent être menées, bien sûr, mais en pouvant compléter et continuer ces actions de terrain en diffusant de l'information a posteriori, et surtout en sachant les besoins que va avoir la personne parce qu'on l'aura identifié d'abord, on va pouvoir être encore plus efficace. Je sais que Grégoire parle souvent de santé publique de précision, mais là on pourrait avoir même de la prévention de précision et de la prévention personnalisée, puisqu'on aurait identifié l'information qui serait le plus nécessaire pour pouvoir diffuser auprès de la population. D'accord. Donc, alors est-ce qu'on peut parler aussi, c'est très important évidemment, la santé mentale dans une ville et notamment dans une métropole, puisque c'est quelque chose... Est-ce que la ville est de plus en plus... Est-ce que ce sont des considérations qui sont de plus en plus prises en compte par les responsables politiques, justement les atteintes à la santé mentale ? Ça s'impose maintenant. Ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure des enseignements du Covid, des confinements. L'avantage, c'est qu'avant de parler de maladies psychiques, tout le monde a pu éprouver, avec tout ce qui est arrivé, les confinements, catastrophes naturelles, les guerres, tout le monde a pu déjà éprouver que chacun a une santé psychique qui est fragile et pour lequel il faut y faire attention. Et c'est assez intéressant parce que là où on pense souvent que les maladies psychiques, elles sont assez stigmatisées, on a cette idée un peu que si on a une vie à peu près équilibrée, ça ne va pas nous tomber dessus, etc. Ça peut tomber sur tout le monde et chacun a un peu éprouvé, chacun à son niveau, que la santé psychique, il faut y faire attention parce que dans certaines situations comme un confinement par exemple, on a pu un peu éprouver aussi ce que vit une personne avec une maladie psychique. Quand on vous dit quand est-ce qu'il faut sortir ou pas sortir, quand on vous dit qu'on sait ce qui est bon pour vous sans vous demander forcément votre avis. Tout ça, on a pu toucher du doigt et ça me paraît important parce que là où les gros enjeux de la psychiatrie qui sont la lutte contre la stigmatisation, l'aide entre pairs, le dépistage précoce, à partir du moment où chacun a éprouvé sa santé psychique, c'est plus facile quand même de pouvoir communiquer là-dessus et on doit parce qu'on voit qu'en termes de décision, à un moment, ça doit clairement rentrer dans la balance bénéfice-risque, même si, à la différence d'autres spécialités, c'est encore peu palpable. Nous, on n'a pas la radio, la prise de sang qui montre, vous voyez, la dépression est là, et là, elle n'est plus là, donc voilà. Donc il y a vraiment, ça vient aussi des usagers, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. On y reviendra probablement, mais en se servant aussi, à mon sens, des bons paradigmes. La psychiatrie est très riche, peut-être trop riche, dans ses pratiques, dans ses paradigmes, dans ses théories, ce qui fait que les gens s'y perdent un peu, et peut-être que parfois on s'éloigne un peu alors qu'on pourrait avoir des actions très précises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ça doit être dans les consciences de tout le monde, et notamment des dirigeants, que c'est un point important. Et puis après, de comment on s'en occupe, parce que s'occuper de la santé psychique, on est loin de parler que de santé, en fait. Ça touche à tout, la santé psychique, que ce soit le retour à l'emploi, le logement. Pourquoi on essaye d'aller mieux ? C'est pour reprendre une vie épanouissante. Donc il y a effectivement s'occuper de la maladie psychique ou des symptômes, mais il y a aussi comment on crée un environnement propice à l'épanouissement. Et c'est là qu'on voit, notamment pour les questions de retour à l'emploi, que la maladie psychique est très stigmatisée, très mise à l'écart, et que ça complique énormément la vie, et que ça enlève du sens aux gens, parce que je vais mieux de ma dépression, de ma schizophrénie, etc. Mais
mais tout le monde me dit que je suis pas prêt, ou que je fais plus l'affaire, ou que c'est plus possible. Ça sert à quoi de se soigner si c'est au service de rien? Si c'est juste au service de rechuter, ça n'a pas d'intérêt. En fait, de pas rechuter, ça n'a pas d'intérêt. De manière très concrète et très quotidienne, comment dans l'organisation d'une ville il peut y avoir une bonne décision qui peut agir sur la santé psychique? Une décision, par exemple, qui aurait été prise à Montpellier il y a quelques années et une autre qu'il faudrait prendre. Qu'est-ce que vous prendriez, par exemple? Qu'est-ce que je prendrais, moi? Oui, non. Quelles sont les décisions dans l'organisation d'une ville? Je ne sais pas, moi, multiplier les pistes cyclables, j'en sais rien. Alors non. Est-ce qu'il y a pas... Moi, paradoxalement, j'irais pas vers, si je devais changer quelque chose, faire des propositions, j'irais pas vers multiplier les psychiatres. Bien sûr, l'accès aux soins est important. Déjà, on l'a dit, le faciliter, parce que, et là, c'est commun à toutes. Il ne faut pas croire qu'il faut faire du spécifique à la psychiatrie, comme pour la santé orale, comme pour n'importe quoi. On peut aller taper à la porte des immeubles et proposer du dépistage, proposer du soin. Mais encore une fois, je m'intéresserais plus à la réintégration des personnes avec une maladie psychique. Il faut arrêter de croire que c'est que la santé. La psychiatrie, c'est pas que la question de la santé mentale des gens, c'est aussi l'ensemble. Donc il faudrait coordonner le délégué municipal à l'emploi, au sport, au logement, pour qu'en fait il y ait accès, au lieu d'essayer de faire du sur-mesure et du particulier pour la psychiatrie, comment on facilite l'accès aux droits communs des personnes avec une maladie psychique ou avec des symptômes psychiques. Non, mais je n'étais pas sur la psychiatrie, je disais juste sur comment faire en sorte que la ville soit plus adaptable, améliore la santé psychique de ses habitants. Est-ce qu'il y a une décision dans l'organisation de la ville? C'est pour ça que je prenais cet exemple des pistes cyclables. Est-ce qu'il faut augmenter les zones de marche? Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire en prévention? Chacun a sa propre définition de la maladie psychique, de sa bien-être psychique. Donc, c'est plus une question à demander aux usagers en général. Alors oui, on peut, entre guillemets, rentrer dans des grandes choses. Effectivement, un lieu où il fait bon vivre, où on peut bien dormir, on peut faire une activité sportive. Oui, ça inclut et ça rentre dans le bien-être psychique. Mais encore une fois, la santé psychique, elle est très individuelle. Donc c'est compliqué de faire une réponse globale. Moi, ce que je sais, c'est qu'une fois qu'on est impacté dans sa santé psychique, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où le retour à une vie épanouissante n'est pas forcément bien encadré. En tout cas, on ne se donne pas assez encore les moyens d'intégrer à tous les niveaux. Et là, on ne s'adresse pas aux professionnels de santé, on s'adresse aux professionnels tout court, en général, de tout. Alors, je pose un peu la même question à la responsable politique que vous êtes. Comment on réfléchit à l'urbanisme, justement, pour faire la prévention sur la santé psychique? Mais je crois que le docteur Rintault l'a très bien dit. Il faut partir des besoins identifiés de la population. Ce n'est pas nous seuls dans notre coin ou le docteur tel qui va décider de comment on dessine la ville. Il y a bien sûr des pistes de réflexion sur comment on fait que cette ville est accessible à tous. Je l'évoquais tout à l'heure, de la petite enfance aux seniors. Comment on crée ce parcours fluide et comment on écoute les besoins des personnes. On peut mettre en place plein de choses, mais à partir du moment, encore une fois, où c'est pas concerté, où c'est pas ce renouveau démocratique, aller à la rencontre des habitants de prendre des grandes décisions. La santé globale, elle fait partie de ça aussi. Toutes nos mesures doivent être axées sur la prévention. Encore une fois, quand on parle de la gratuité des tramways, c'est comment on inclut l'intégralité de la population sur une circulation fluide sur l'ensemble de notre territoire métropolitain. Comment, quand on prend une décision coup de jeune, c'est-à-dire le coup de jeune, c'est 50 € qui est offert à toutes les familles pour la première adhésion à un club de sport ou à la culture. Ça joue sur les déterminants de santé et ça met un petit peu à égalité tout le monde pour avoir un meilleur ancrage et une meilleure qualité de vie dans notre ville. Quand on a fait le diagnostic territorial en santé il y a 2 ans, qui va mener là la signature d'un contrat local de santé. Il y avait à peu près 79% de nos concitoyens qui n'étaient pas au courant de la moindre mesure ou action de prévention sur notre territoire. Ça dit beaucoup, parce on est encore dans ce réflexe de curatif, de prise en charge médicale. Comment on agit sur la prévention ? Encore une fois, je suis désolée de prêcher un petit peu pour la paroisse, mais sur vraiment cette unité mobile de prévention qui va travailler avec l'ensemble des acteurs de terrain. On va même travailler avec la caisse primaire d'assurance maladie qui va aller au sein des quartiers pour voir où en sont les droits et pour ouvrir les droits. Donc c'est repartir un petit peu avec un bâton de pèlerin et aller porter cette parole préventive directement au pied des immeubles, là où il y a un défaut parfois d'information
et parfois de compréhension, parce qu'on travaille aussi avec les acteurs de territoire, où parfois il y a des défauts de langue aussi. Donc comment on s'adapte à notre territoire? Et c'est tout l'enjeu de la santé globale, c'est d'adapter aux besoins de notre territoire, et pas décider seul ce qu'on a envie de faire. Alors justement, sur Dr Mercier, là, puisque vous êtes le spécialiste vous, des relations entre environnement et santé, vous réfléchissez évidemment à tous ces enjeux. Oui, j'allais rebondir là sur ce qu'Élodie vient de dire et sur votre question, puisque j'ai dit en introduction qu'un des grands objectifs de la santé publique, c'est celui de réduire les disparités. Et donc, ça paraît très facile à dire et à conceptualiser, mais en fait, la seule façon, en général, de réduire les disparités, c'est d'identifier les groupes de population ou les zones géographiques qui ont le plus de besoins, pour des raisons socio-économiques, pour des raisons d'état de santé général, ou pour des raisons d'exposition, par exemple, à des pollutions environnementales. Donc je dirais que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de comment on construit une politique publique, comment on fait une politique publique, mais ce que je peux dire, c'est que si on veut réduire les disparités, qu'elles soient sociales ou géographiques, il faut que ce soit un objectif, je dirais, explicite, direct. Et si on en fait un objectif, ça nous conduit à identifier, alors ça peut être des populations au sens sociologique, ça peut être des zones géographiques dans la ville, des quartiers, et c'est un point de départ qui me semble universel, que l'on s'intéresse à la pollution, au bruit, à l'ouverture des droits, à la santé orale, la santé mentale. Donc il y a vraiment cette idée, je pense, d'identifier et d'aller vers ceux qui en ont le plus besoin. Il y a juste un schéma, effectivement, aller vers ceux qui en ont le plus besoin. On a un élément qui est important et qu'on va essayer de développer sur notre territoire, c'est la médiation en santé. C'est des personnes qui sont ancrées dans le territoire, qui sont bien souvent en lien avec un centre de santé et qui vont vraiment là aussi, qui ont la connaissance de leur quartier, vraiment, et qui peuvent rabattre vers l'accès aux soins facilités ou vers du dépistage précoce, notamment pour une prise en charge rapide. La médiation en santé, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une lecture au-delà des data en santé, une lecture toute simple et qui peut même lancer des alertes sur notre territoire. Il y a quelques années à Montpellier de cette fameuse capsule de protoxyde d'azote. Personne ne savait ce que c'était. Si on avait eu les médiateurs de santé, on aurait été capable de dire et de réagir très vite. Donc c'est vraiment une piste de réflexion intéressante pour notre territoire. Et j'imagine que ça se fait en lien évidemment aussi avec toute la région autour. Donc, bien sûr. Tous aussi l'adéquation, territoires urbains, territoires ruraux. Alors, Nicolas Girodeau, là, vous êtes brièvement intervenu en parlant de votre spécialité, le dentaire, mais la santé orale, c'est pas uniquement le dentaire. Tout à fait. Merci de revenir dessus, c'est un point important puisque la santé orale est quelque chose de difficilement compréhensible quand je vous le dis peut-être là directement. Il faut le voir aussi dans une traduction de l'anglais, oral health, qui est traduit, dont le terme de santé bucco-dentaire n'existe pas en anglais. Et donc du coup, ça part aussi un petit peu de là et ça simplifie beaucoup l'échange. La santé orale, l'Organisation mondiale de la santé la définit comme la santé de la bouche et des dents, mais en insistant sur l'importance qu'ont ces santé de la bouche et des dents sur la respiration, l'alimentation et la parole dans un contexte psychosocial. Aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins sensibles à l'image que nous allons renvoyer aux autres et cette image passe souvent par la bouche. Le sourire, la couleur, le positionnement des dents par exemple, mais aussi les capacités qu'on va avoir à déglutir ou l'odeur que notre bouche va pouvoir générer. Et donc, quand on le traduit dans notre système de santé français, on va retrouver différents professionnels de santé. Les chirurgiens dentistes, bien évidemment, mais aussi les orthophonistes, les médecins généralistes, spécialistes, ORL ou chirurgiens maxillofaciaux, les infirmières, les pharmaciens, les kinés, les sages-femmes, tous les professionnels de santé ou de la santé qui vont être au contact de la population. Et de la même façon à ce qu'avec la santé mentale, on a tous une santé psychique, on a tous une bouche. On n'est pas forcément tous diabétiques ou tous cardiopathes ou tous avec certains troubles et maladies chroniques. Mais donc, ces deux exemples, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on est assis côte à côte aujourd'hui, je ne sais pas, mais ça touche tout le monde. Et donc, l'objectif de ce programme, Montpellier Santé Orale, qui est porté par la ville de Montpellier, le CHU de Montpellier, la fondation de l'Université de Montpellier pour représenter l'université, la métropole à travers Med-Vallée, mais aussi l'assurance maladie de l'Hérault, je salue ici son directeur général, l'agence régionale de santé et tout dernièrement la région qui nous rejoint aussi. L'objectif est d'améliorer la littératie en santé orale.
Alors, je vais expliquer ce terme un peu technique. La littératie, c'est le nouveau mot, quelque part, qui est très utilisé en ce moment. C'est ce qui va définir les connaissances de base qu'une population doit avoir sur une thématique donnée. La littératie en santé publique, la littératie en santé mentale, c'est vraiment les informations qu'une population donnée doit avoir sur cette spécificité. Et donc, en santé orale, il faut que la population générale puisse avoir les connaissances suffisantes pour être sûr de rester en bonne santé et de faire en sorte qu'elle puisse identifier ses éventuels besoins. Et ça passe aussi par le parcours de santé, ça passe aussi par l'accès aux droits, ça passe par plein de choses. Et donc, dans ce cadre-là, Montpellier Santé, la ville de Montpellier, dans le cadre de Montpellier Santé Orale, se veut exemplaire pour sa population, puisque les actions qui vont être menées vont être concrètement à destination et pour améliorer la littératie et la santé orale de sa population, mais aussi exemplaire, puisque nous allons être le premier territoire mondial à implémenter un programme de l'OMS qui a pour objectif derrière de faire de reproduire ce programme de santé publique sur les autres territoires mondiaux. Est-ce que vous avez des actions spécifiques, particulières, auprès des populations plus fragiles ? Parce que c'est vrai que ça peut être les oubliés un peu de la santé publique. C'est-à-dire que la dentition, par exemple, je me souviens avoir parlé de quelqu'un qui travaillait chez Emmaüs, par exemple, qui voulait faire plus d'esthétisme, des soins esthétiques à destination des populations démunies. Est-ce que vous faites beaucoup plus d'éducation dentaire auprès de populations qui n'ont pas toujours accès, pour des raisons financières, à ce genre de soins ? Alors, effectivement, en tant que chirurgien dentiste, même si la santé orale, bien évidemment, inclut la santé dentaire, ce n'est pas que ça, j'insiste là-dessus, mais ça, pour répondre à votre question, j'insiste, vous avez vu, pour répondre à votre question, effectivement, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, n'ont accès aux informations nécessaires pour bien comprendre sa santé bucco-dentaire que les personnes qui se déplacent chez le chirurgien dentiste. Malheureusement, les différents autres professionnels de santé ou les professionnels en lien avec les populations qui pourraient avoir ces questions-là ne sont que très rarement formés ou sensibilisés à cette thématique. J'ai 2 médecins à côté de moi, je pense que pendant leur cursus, ils n'ont pas forcément eu beaucoup d'enseignements sur la santé orale. Et pareil pour les autres professionnels de santé. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai manque. Et donc, il faut que nous puissions aller chercher ces personnes. Donc, ce que nous faisons, c'est déjà de pouvoir aller dans les endroits, encore une fois, où les personnes sont déjà, dans les écoles, dans les structures associatives, dans les structures médico-sociales, à destination des publics qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, le numérique, la télémédecine notamment, aujourd'hui, le CHU de Montpellier est le CHU qui réalise le plus d'activités de télémédecine bucco-dentaire au monde. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une activité concrète, quotidienne, qui permet de faire un bilan bucco-dentaire à distance pour les personnes qui ont difficilement accès aux soins. Personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap, maladies chroniques, détenus, qui pour différentes raisons n'ont pas accès ou difficilement accès au chirurgien dentiste. Et maintenant, avec ce système, on permet derrière d'optimiser la prise en charge. Donc, c'est perfectible. Encore faut-il qu'ils aient accès à un ordinateur avant d'avoir accès. Alors c'est plus complexe, mais c'est en fait un professionnel de santé qui va se déplacer et qui va permettre de réaliser et de capter l'information nécessaire. On ne peut pas faire un bilan dentaire de qualité juste avec un smartphone ou avec un ordinateur. Donc on utilise une caméra intraorale qui a une lumière particulière qui permet d'avoir un diagnostic très précis, mais il faut qu'il y ait un professionnel. Et donc c'est ça aussi qu'on veut envisager avec la ville de Montpellier au sein du bus pour aller vers. Et entre eux, je vous tape sur l'épaule, tu me permets Grégoire, pensez à l'échelle dentiste, c'est important. Et vous avez fait un bilan bucco-dentaire, le dentiste a dit que vous avez telle dent à enlever, telle dent à soigner et qu'une prothèse pourrait vous être faite, eh bien ça a beaucoup plus de poids et les gens vont du coup beaucoup plus facilement se prendre en charge. Il faut qu'ils comprennent l'importance de faire tout ça. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit Non, tout simplement que c'est cette stratégie d'aller vers et de maillage territorial. Si on arrive à travailler avec un maximum d'acteurs de terrain pour aller à l'encontre des populations qui sont les plus éloignées du soin, on gagne en efficience. Et effectivement, la prévention, c'est le parent pauvre. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il faut mettre le paquet sur la prévention et de faire ce genre de mission d'aller vers, on va pouvoir vraiment jouer sur des taux de prévalence importants sur certaines pathologies et simplement aussi valoriser la population dans son désir de changement. Dans son désir de changement parce que on peut expliquer comment mieux s'alimenter, comment pratiquer une activité physique qui n'est pas forcément du sport. Tout ça de façon peut-être parfois basse seuil, mais en tout cas, ça mérite d'être expliqué et pris en main, et avec l'intégralité des acteurs de terrain et des associations de prévention. Il ne faut pas oublier aussi les associations de prévention qui font un travail fantastique sur notre territoire.
Alors, avant de parler un petit peu de la ville des seniors, puisque Montpellier s'enorgueillit d'être la ville amie des personnes plus âgées. Bientôt. Le Voilà. label est proche, mais il n'est pas D'accord. encore là. Juste peut-être revenir un peu sur la santé mentale. Justement, quelles sont les actions qu'on peut, notamment en direction justement de populations un peu plus exposées, quelles sont les actions qu'on peut imaginer développer? Alors tout le monde est exposé. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous aussi, on a eu un travail de prévention à faire, d'aller vers, que ce soit pour des symptômes psychiques à un moment de vie ou dans une entrée dans une maladie plus chronique. On sait que nous, les maladies chroniques qui concernent les usagers de la psychiatrie, voilà, on est entre 15 et 20, 25 ans pour l'apparition, donc c'est un moment des portes qui se ferment au moment où normalement elles devraient toutes s'ouvrir pour les personnes, soit avant le bac ou après le bac ou le premier appart, etc. Donc il y a cette vraie question-là de prise en charge précoce, parce que plus on attend, plus il y a une difficulté d'accès aux soins, plus le pronostic est moins bon, et en plus ça éloigne la personne de sa vie, en fait, tout simplement. On y revient toujours, mais il y a la question de la stigmatisation des maladies psychiques et de la vulgarisation et de la manière dont on parlait. On parle souvent de l'aller vers, il y a eu pas mal d'exemples là. Donc le chèque de 50 € quand vous percevez la hache, etc., ou même l'accès à la santé orale, etc. Le problème de la santé psychique, c'est que parfois il y a la maladie qui se met entre la personne et cet accès-là, de par l'énergie qu'elle prend, que ce soit dans la dépression, dans la schizophrénie. Et puis la deuxième maladie, parce qu'elle est décrite comme ça dans la littérature, c'est la stigmatisation. C'est que même une fois, si vous avez le moyen, on va dire, pratique d'avoir accès, est-ce qu'on va vous prendre, en fait? Est-ce qu'on va pas se dire, oulala, mais moi j'ai vu dans la presse que ça c'est des fous dangereux, moi je les prends pas. On me demande d'aller distribuer des traitements chez cette personne, non, moi j'y vais pas. Ou est-ce que de le prendre, d'accord, là il vient avec son chèque de 50 €, il n'a pas vraiment, parce que la maladie psychique, est un handicap invisible, hein. Donc effectivement, on se dit, oulala, il a son chèque de 50 €, mais pourquoi est-ce que je le prends dans le club? Mais en fait, mais normalement, il y a des trucs spéciaux pour eux. On en est là, en fait. Donc nous, il y a une vraie question de comment on parle de la maladie psychique, comment on arrête de la mettre toujours au second plan. Il y aurait plein de choses à faire, hein. On entend souvent que c'est important de former aux soins de premier secours, savoir masser, etc. Évidemment, il n'y a pas de débat. Il y a des premiers soins en santé mentale qui existent, qui sont écrits, mais on a toujours cette idée que ça passe après, en fait. Alors qu'effectivement, je pense que chacun pourrait être à l'aise. Encore une fois, la maladie psychique, c'est une personne sur 4. Donc en gros, quand vous parlez à quelqu'un, soit elle est concernée, soit elle connaît quelqu'un qui est concerné. Donc c'est un levier intéressant aussi. Mais donc ça concerne tout le monde, mais déstigmatiser pour re-rendre l'accès, encore une fois, au droit commun et à la vie normale, entre guillemets, c'est le travail monumental qu'on a à faire et à Montpellier et en France, parce qu'en plus, vous parliez après des personnes plus âgées, la question se passe partout, en fait, parce que quand la question se pose d'un maintien à domicile ou d'un EHPAD ou quoi que ce soit pour une personne âgée, se pose la question, ouais, mais s'il a une maladie psychique, non. S'il est agité, non. Donc en fait, à toutes les étapes de la vie, nous, on arrive plus ou moins, la psychiatrie, il faut être très humble par rapport à ça, à stabiliser certaines choses, à redonner le pouvoir aux gens et l'opportunité aux gens de revivre leur vie. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, par contre, la société, une fois que les choses sont stabilisées, ne leur permet pas. Et ça, c'est un réel problème qui tant qu'il ne sera pas réglé ou vraiment appréhendé à bras-le-corps, limitera toujours l'action que nous, soignants en psychiatrie, on peut avoir. Alors, juste avant de passer à quelques questions dans la salle, Hélène, Oui. je voudrais juste qu'on revienne sur ce label, donc Montpellier. Alors, c'est quoi ce label, Montpellier? Alors, c'est la ville qui travaille pour justement, on parlait d'inclusion des malades psychiques, mais aussi l'inclusion des seniors et garantir d'être une ville sur un bien vieillir à toutes les étapes.
Excusez-moi parce que je repense à ce que vient de dire Nicolas Rintaud sur la formation au premier secours en santé mentale. Je suis désolée d'y revenir parce que je trouve que c'est intéressant et il y a justement, dans le cadre du Conseil local en santé mentale qui devrait voir le jour au premier trimestre 2023, toute cette notion d'engagement que nous voulons mettre au sein des agents d'accueil de la ville aussi. De voir comment, justement, on peut permettre à un malade psychique d'être bien orienté, d'être bien accueilli dans tous les dispositifs de la ville. Et ça donne aussi à voir autre chose dans l'inclusion aussi dans notre ville. Donc sur le bien vieillir, c'est exactement la même chose. C'est comment on se donne les moyens d'être territoire exemplaire. On parle de territoire exemplaire sur la santé orale, on parle de territoire exemplaire sur pas mal de choses, mais là, sur la qualité de vie des seniors, c'est à quel moment, là aussi, on travaille sur la facilité de se mouvoir dans la ville. On en parlait, je vois Caroline Dufoy dans la salle, qui a une expertise aussi très fine de comment on peut, en tant que senior, se déplacer au sein de notre centre-ville et comment on peut, quand on a des défaillances en mobilité, ne pas avoir peur de se mouvoir dans la ville entre les cyclistes, entre les trottinettes, et d'avoir cette peur et parfois ce repli sur soi parce qu'on n'a pas l'impression d'être inclus dans la ville. Donc c'est plein de pistes de réflexion qui sont travaillées avec Nicole Marin-Coury, qui est l'adjointe au senior, et qui va faire que Montpellier travaille très fort pour obtenir ce label de Montpellier Ville Amie des Seniors. Et travailler autour de la Silver Economy aussi, de comment des seniors actifs continuent à être actifs dans notre ville. On en parlait tout à l'heure sur des médecins à la retraite qui peuvent prendre en charge aussi certaines patientèles au sein de centres de santé. Ça peut être une réflexion, mais dans tout un tas de catégories. Merci. Quelques questions, peut-être du public. Voilà, je vois déjà des mains se lever, s'il vous plaît. Et Montpellier a aussi un autre label qui est Ville aidante Alzheimer, et je pense qu'on peut aussi le mentionner. On est bien d'accord qu'on reste sur des questions sur la santé. Hein. Bien sûr. C'est une table ronde sur la santé. Et des questions courtes, parce qu'il y a beaucoup de questions. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je suis professeur Mackinson, je travaille au CHU de Montpellier. Je suis aussi citoyen montpelliérain. J'habite à un boulevard actuellement qui s'appelle boulevard Rabelais. Bon, ma question c'est pour Élodie Brun, il n'y a rien d'agressif. Mais vraiment don, Alain, s'il te plaît. Donc voilà. Donc qu'allez-vous faire pour nous aider en fait, pour réduire les effets délétères que les polluants dont parle le docteur Grégoire Mercier et qui ont un impact majeur sur notre santé par les voitures au niveau de ces 4 boulevards qui sont à 200 mètres en fait du centre-ville. En effet, on souffre du nouveau plan de circulation avec une augmentation majeure des voitures. On est passé de 4 000 à 11 à 15 000 avec des embouteillages permanents. On est inquiet. Posez votre question. Ma question, c'est comment on a parlé de polluants et d'environnement et d'inclusion dans la ville, et nous, les riverains de cet endroit, on se sent justement exclus alors qu'on voudrait participer à ce Alain, comment ne pas te remercier pour cette question. L'enjeu, il est énorme sur le territoire, et on en a souvent discuté, de changer de paradigme et de façon de circuler dans notre ville. Certes, les temps sont durs, certes, les 4 boulevards sont en colère de façon légitime, on peut l'entendre, mais comment on travaille aussi à changer la donne, et comment on travaille, en finissant, je rappelle juste le site de 75% des habitants métropolitains font de l'autosolisme. Comment on travaille à faire le partage au sein de ces véhicules pour en enlever déjà 4. Si on travaille tous ensemble, on peut y arriver. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, on a beaucoup parlé de santé mentale, peut-être en attendant que d'autres mains se lèvent. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la crise Covid a fait reculer la stigmatisation dans le sens où on a compris qu'on avait tous une santé mentale, qu'on a tous souffert, qu'on a tous vu ces problématiques monter en flèche ? Quel est un petit peu votre regard sur... c'est un sujet que vous avez beaucoup évoqué. Alors je pense que les gens ont touché du doigt ce que ça pouvait être. Je pense que ça peut déstigmatiser certaines choses, notamment dans des choses que les gens ont vécues pendant les confinements, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, etc. Malheureusement, c'est pas un confinement d'1 an qui pourra lutter contre des années de stigmatisation et encore au quotidien, parce que pour
une intervention de moi ou d'autres ou d'usagers qui en parlent le mieux sur la stigmatisation, vous avez 100, 200, 300 articles dans la presse locale, régionale, qui vous sabotent le travail en fait, et qui font des raccourcis énormes. Donc que ça soit dans les séries, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que les gens ont touché du doigt, mais il faudrait surfer sur la vague. Et puis après, c'est sur des choses simples, on disait du vivre ensemble. Dans cette salle, il y a forcément quelqu'un qui, à un moment, sera confronté à une personne ou aura la possibilité d'ouvrir la porte pour embaucher quelqu'un, un stage, pour un rendez-vous médical, de l'avoir dans sa boutique, etc. On parlait de label pour les personnes âgées, quand un label psy-friendly aussi. Mais on peut tous agir à notre... Parce qu'on sera tous... L'avantage, c'est qu'on sera tous confrontés à ça. Donc, mais j'espère que ça pourra un peu déstigmatiser, mais le boulot est grand. Merci beaucoup. Une question, oui, madame? Merci. Vous avez parlé du numérique à plusieurs reprises, sur la data, sur la télémédecine. Je ne suis pas sûre, monsieur Ranto, que vous en ayez parlé, mais peut-être. Et moi, je voulais savoir si, justement, ça pouvait vous permettre de vous rapprocher de ces populations qui sont un petit peu plus difficiles à atteindre. Je crois que la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, a mis au point un système d'analyse des réseaux sociaux pour voir les risques de dépression et plus chez les agriculteurs. On sait que c'est la première population en fait touchée par le suicide en France. Avec les médecins. Oui, merci beaucoup de la question, vous avez raison. C'est intéressant parce qu'on parle aussi de stigmatisation. Évidemment, nous, pendant le confinement, on s'est adapté aussi à la question. On a fait de la télémédecine, clairement, des consultations en visio. Donc, effectivement, on s'en sert. C'est intéressant qu'on a mis du temps à nous le proposer avec cette idée, mais vos patients, ils ne seront pas capables. Il y avait toujours encore cette idée-là. On parle de stigmatisation, mais oui, tout à fait. De toute façon... Le aller vers, alors même si la seule nuance que j'apporterais à ça, je suis complètement d'accord avec vous, c'est que, Mme Bramandon en parlait, l'avenir de la psychiatrie, il n'est pas derrière les murs de l'hôpital, ni dans les bureaux, ça c'est une certitude. Si on s'intéresse qu'au rétablissement médical des personnes, oui. Si on s'intéresse qu'à la maladie, je pense qu'en tant que psychiatre, en tout cas, on s'intéresse au rétablissement personnel, ce qui inclut le retour à une vie épanouissante. Et ça, j'ai jamais vu de vie épanouissante qui se passe derrière les murs de l'hôpital. Donc ça se passe dehors, et donc il faut qu'on soit dehors. Merci beaucoup. Une toute dernière question, rapidement. Bonjour, j'interviens comme médecin dans un dispensaire qui s'occupe de migrants, de personnes précaires, de SDF, et l'état bucco-dentaire est un des problèmes majeurs. L'état psychologique également, mais l'état bucco-dentaire est souvent mis en avant. Et quand les gens nous demandent ce qu'ils peuvent faire, en fait, on n'a pas de solution. Il y a une consultation, je crois, un médecin du monde, un fauteuil, mais comment faire pour ces gens? Merci. Très bonne question, donc je vais être très rapide, il me reste 52 secondes. C'est effectivement une difficulté. Alors aujourd'hui, on s'est rapproché, nous, d'associations qui prennent en charge ces publics. On s'est rapproché aussi de l'organisme français d'immigration et de l'intégration, l'OFI, pour voir comment on pouvait assurer ça. Déjà, ça va être la problématique sur l'accès aux droits. Aujourd'hui, les professionnels libéraux, vous le savez, n'ont pas forcément de capacité ou de volonté à vouloir prendre en charge des personnes qui n'ont pas de carte vitale ou d'accès aux droits pour pouvoir la prise en charge et la rémunération. À l'hôpital, on a un certain blocage aussi par rapport à ça. Il y a le système de passe qui existe, il y a des outils, bien sûr, mais le besoin est si important. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir faire venir ces cabinets tout en assurant la qualité. Il y a plusieurs projets qui sont envisagés sur différents types de publics, de pouvoir permettre de réaliser les soins au plus proche du besoin et surtout en s'assurant de la qualité de ceux-ci. Et c'est là où le Conseil de l'Ordre aujourd'hui, pour tout vous dire, est assez regardant, et c'est normal, c'est son rôle, de façon à ce qu'on soit sûr que les soins qui pourront être préconisés et réalisés dans ces centres, dans ces structures si spécifiques, soient d'aussi bonne qualité clinique, qu'il n'y ait pas de risque infectieux ou risque plus important que pour ceux qui peuvent en bénéficier. Donc c'est clairement identifié. Je vous invite à me recontacter pour qu'on en discute plus longuement, mais on va avancer sur ce sujet-là. Merci beaucoup. On vous applaudit pour toutes ces précisions, merci pour cette belle ambition. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense qu'effectivement, vous pouvez continuer de répondre aux questions au niveau de la galerie.
donc, où sont proposées, je vous le rappelle, de très nombreuses animations de la part de nos partenaires. Donc n'hésitez pas surtout à y aller. On se retrouve dans quelques minutes donc, pour notre dernière table ronde de la journée. On parlera d'hôpital, lieu d'innovation, et nous parlerons donc du CHU de Montpellier. À tout de suite, merci beaucoup.